Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre édition de 11 Montréal. On est le 28 septembre. Oui, Frédéric Laure avec vous. Puis c'est l'automne. Officiellement, ça a été la rentrée depuis plusieurs semaines. On en a fait des blagues ici à 11 Montréal, mais c'est notre émission de Cégep. Effectivement, on vous l'avait promis depuis quelques semaines, c'est notre émission de Cégep. Et je fais ça assez rapidement. Je vais vous présenter. Il y aura aujourd'hui deux panélistes invités qui sont encore aux études. William Gagnon, qui est avec nous. Salut William, d'abord, tiens. Salut. Salut Frédéric. Il y a William Gagnon qui sera là et après Félix-Antoine Beauchemin. On a créé une mini-compétition en quelque sorte, c'est Cégep Academy à 11 Montréal. C'est-à-dire que les deux, vous avez les mêmes sujets imposés et on va inviter les gens, d'ailleurs, qui nous écoutent, il y en a plusieurs qui nous écoutent, à aller voter. Il y aura deux façons de voter. D'abord sur Twitter, je vais mettre un sondage en ligne sur Twitter avec mon compte. Et l'autre chose, vous pouvez aller sur le YouTube, poster des commentaires sur le YouTube. Alors, celui entre Félix-Antoine et William qui aura plus de votes à la fin de la séquence va se voir invité sur la galerie de presse du CF Montréal le 7 octobre prochain dans le match face aux Timbers de Portland. Alors voilà pour la mise en scène. Pour l'instant, j'essaie de faire ça rapidement parce que je veux passer aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses, entre autres, écoutez, William, je pense que tu le connais, mais l'autre qui est dans une mortaise ici pour ce 11 de Montréal, vous le connaissez aussi si vous êtes un fan de 11 Montréal depuis longtemps et que vous nous suivez et que vous suivez le CF Montréal. S'il y avait une université d'ailleurs du CF Montréal, je pense qu'il serait le doyen de la faculté de journalisme. C'est monsieur Mathias Vanaz qui est avec nous. Salut Mathias! Salut Fred, merci pour le compliment et bonjour à tous. Je dis pas ça pour ton âge aussi, hein. Je dis ça juste pour la qualité, je pense. Et je pense que, et je vais t'envoyer des fleurs aussi. Je le dis souvent que j'ai de la misère avec mes sentiments hors d'onde, mais en onde, j'ai pas de problème. Il y a beaucoup de ton travail puis on peut dire ta carrière jusqu'à présent. Je pense que ceux qui sont au cégep et à l'université et même ceux qui sont dans la profession peuvent s'inspirer de plusieurs de tes pratiques. Il y a des choses, ta rigueur notamment qui t'honore là-dessus. Voilà pour les fleurs, Merci Mathias. Merci pour les fleurs. Je suis content que tu sois là parce qu'on a aussi on s'est connus à CIBL à l'époque. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui disent, on est les premiers, on est les originaux, mais si un original, pas dans le premier sens du terme qui est là au départ, Mathias Vanaz était là au départ, autant dans les podcasts que dans l'écrit aussi. Quand même. Oui, puis en tribune de presse aussi. Exactement. Il y en a qui sont là depuis plus longtemps que moi, mais pas beaucoup, hein? Non, probablement pas, mais je suis là depuis la renaissance du club, en tout cas. Donc, ceux qui étaient là avant, non, mais je suis c'est ça qui est. Il y a personne sur la galerie presse, peut-être les Italiens, mais ils sont pas là régulièrement comme toi. Norberto Aguiar aussi, d'un média communautaire portugais qui est là depuis très, très, très longtemps. Lui, il suivait le soccer québécois dans les années 80 même, je pense déjà. Bon. Donc, là, cette fois-ci, en termes d'expérience, on peut vraiment dire que tu es le doyen. Bon, William, commençons. Commençons parce que le CF Montréal a perdu 4-1 la semaine dernière face à Atlanta. Là, on se tourne. On est enregistré en matinée le 28 septembre. Le prochain match, c'est Orlando à Orlando, qui surprend la Ligue deuxième en ce moment, deuxième aussi en MLS. La semaine a été rythmée par le commentaire de Samuel Piette. Et je voudrais peut-être lancer cette première balle là pour toi, William, en prévision. En fait, qu'est-ce que tu penses de la saison de l'Osada? Est-ce qu'il est sur les projecteurs présentement? Est-ce que, en tant que fan, en tant que journaliste, tu es satisfait de la saison de l'Osada jusqu'à présent, William? Écoute, Fred, je pense que satisfait, c'est un mot difficile, je pense, à être, en fait, satisfait de la saison complètement du CF Montréal, étant donné, évidemment, les difficultés avec l'effectif et tout ça. Je pense que on connaît tous les moyens limités du CF Montréal. Donc, compte tenu de ça, en partant, je pense que l'Osada avait pas le meilleur contexte à une première saison aussi. Il y a eu des déboires avec DC United quand ça s'est terminé là-bas. Il est arrivé un peu ici comme un héros obscur, si je peux dire, dans le sens où, en plus, les partisans aimaient beaucoup Wilfried Nancy, ça s'est mal terminé. Bref, on dirait que tout était en place pour lui, pour que ça commence mal. Il y a eu un début de saison difficile aussi. Mais je pense que, compte tenu justement des circonstances, comme je l'ai mentionné, ça s'est vraiment replacé pour le CF Montréal. Mm-hmm. Là, c'est plus difficile par les moments actuels, mais je pense que le CF Montréal soit, avec le début de saison qu'il a connu encore dans une course aux séries actuellement, je pense qu'il faut lever notre chapeau à l'Osada malgré les difficultés. C'est ce qu'il dit, hein? C'est ce qu'il dit, l'Osada. Il dit, faut rester humble. Avec les moyens qu'on a, il faut voir le macro, pas le micro. En ce moment, on est encore en séries éliminatoires. Alors, dans une certaine mesure, on surperforme. Mathias, as-tu l'impression, parce que William dit, c'est sensé ce qu'il dit, mais l'Osada arrête pas de enfoncer le clou là-dessus. Il dit, pour une équipe qui dépense pas, pour une équipe qui est cheap, en quelque sorte, c'est presque son sous-texte, on n'est pas pire. As-tu l'impression que l'Osada, c'est sa béquille en ce moment ou c'est sa canne de vieillesse?
Il a pas tort non plus. Hein. Quand on voit l'effectif du CF Montréal, ça manque de grosses vedettes qui ont de l'expérience internationale qu'on a accumulée. Et donc, à part notre ami Wanyama qui est sur le banc pour le moment, mais et puis il y a Kyoto qui est blessé. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, évidemment, de faire une équipe compétitive avec ça quand on voit comment les autres équipes de MLS se renforcent, progressent au fil des années. Et donc, avec les moyens du bord, surtout que c'est une équipe qui est quand même relativement nouvelle si on compare le 11 qui a le plus joué cette année avec les joueurs qui étaient là cette année, l'année dernière, pardon, sous Wilfried Nancy, il y a quand même pas mal de changements, même des joueurs qui étaient présents dans l'effectif, hein, comme Jonathan Sirva par exemple. Et donc, c'est un nouveau départ avec peu d'expérience, beaucoup de jeunesse aussi. Et donc, c'est pas une béquille, c'est pas une excuse qu'il utilise, c'est une réalité. Alors après, est-ce que avec mieux, il ferait mieux? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'explication qu'il donne tient la route. Est-ce qu'il est aimé du public, William? Juste là, au niveau de l'affect, là, est-ce que tu penses que les gens au stade, si tu faisais un sondage, est-ce que l'Osada est très aimé? La cote d'amour est comment en ce moment? Écoute, comme je le disais, je pense que de passer après Wilfried Nancy, le héros local qui a gradué par l'académie, c'est évident qu'il partait pas avec une longueur d'avance côté compassion des partisans, je dirais. Mais je pense que oui, les partisans ont appris à l'apprécier à sa juste valeur compte tenu justement de l'effectif limité un peu en qualité, en expérience au cours de l'année. Il a su montrer qu'il était capable tactiquement de faire des changements qui faisaient la différence, d'aller chercher des matchs difficiles, là. Puis évidemment, en début de saison, tout le monde demandait déjà la tête de l'Osada, mais il a su passer à travers cette période noire-là pour être encore là aujourd'hui. Je le trouve sympathique. Juste Ouais, vraiment, là, ouais. en termes... J'ai ça faire ça. Les gens aussi le font dans les campagnes électorales, même, en disant, ah, il me semble qu'avec Justin Trudeau, j'irai pas prendre un café, mais avec un tel, j'irai prendre un café. Avec, lui, il a pas de l'air sympathique. C'est Ouais. pas l'intérêt, mais en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose d'un rapport affectif dans le sport? Est-ce qu'il est sympathique, là, Sada, à tes yeux? Je pense qu'il y a un certain charisme, puis il croit en sa philosophie. Hein. Je pense que c'est une des choses les plus importantes comme entraîneur. Depuis le début, il n'a jamais dérogé de sa propre philosophie, même dans les moments difficiles. Donc, je pense qu'une personne comme ça, il y a un certain charisme. Je pense que c'est un personnage intéressant. Moi, à le côtoyer, je trouve qu'il fluctue aussi. C'est difficile de savoir s'il est dans un bon jour ou dans un moins bon jour, Hernan Losada, par moment. Tu sais jamais comment il va arriver. Puis sa game Instagram, qui était forte au début d'année, elle a un peu ralenti aussi. Hein? Il Ouais. poste un peu moins sur Instagram, mais par moment. Bon, je pense qu'au début de l'année, il voulait montrer qu'il embrassait pas mal Montréal. Puis il me dit, et plusieurs m'ont dit aussi qu'il aime beaucoup Montréal. Par contre, Hernan Losada, ça, c'est une bonne nouvelle. Mathias, on parle souvent de valider la saison, là, puis c'est par rapport aux objectifs du début d'année, ça prend un exercice d'introspection assez forte. Qu'est-ce qui validerait la saison cette année? Les séries ou autre chose? L'humeur lors de la conférence de presse de bilan de saison. Je pense que c'est un peu ça qui valide. Si, à part évidemment, parfois on est de mauvaise humeur parce que on est passé proche de l'exploit, puis on est déçu et les gens se disent ah bah mince, on aurait pu faire un petit peu mieux. Mais sinon il y a quand même une ambiance générale et c'est là un peu qu'on sent et qu'on hume si la saison a été une réussite ou non. C'est pas forcément un objectif précis parce que bon parfois on passe à côté pour un petit point ou alors on réussit quelque chose pour un petit point mais on sait qu'on l'a raté, on se fait exploser au premier tour de la phase finale en prenant 3 cartons rouges et ça va mal. Donc je pense que oui, il y a des objectifs, mais les objectifs en début d'année n'étaient pas forcément clairement fixés cette année non plus, cette saison non plus, contrairement à d'autres. Donc, c'est pas forcément des objectifs précis, c'est pas forcément être au-dessus de la ligne rouge cette année qui fera vraiment la grosse différence. Ce sera peut-être plutôt affectif. Moi, je préfère quand c'est clair, quand c'est chiffré, quand c'est net. Mais là, je sens que ça va être beaucoup plus affectif que d'habitude. Et si on va pas se retrouver comme certaines saisons après, on va parler de la première saison par exemple, où on se disait ah bah tiens les résultats sont bons, sont réussis, mais Jesse Marsh a été mis dehors, puis il y avait de la tension avec certains joueurs. Finalement, on s'est dit bah c'est peut-être pas si réussi que ça vu l'ambiance. Même chose, ça me fait penser, Jesse Marsh, Chalibom aussi, il fait les séries. Et il se fait expulser. De toute façon, il était parti en juillet chez les Bombs, là, mais à la fin de l'année, les gens comprenaient pas pourquoi il avait réussi l'objectif puis qu'il avait été ultimement remercié, ou du moins qu'il était retourné chez lui. Même chose, William.
Faudrait capoter. Si on fait les séries, là, si CF Montréal fait les séries, il faudrait capoter. Ben, écoute, je pense que, un peu comme Mathias a dit, dans la tête d'Olivier Renard et de peut-être même Hernan Losada, je pense que la ligne rouge n'est pas nécessairement un must, si je peux me permettre l'expression, dans le sens où justement c'est un contexte difficile cette année, puis on croit à notre philosophie de développement, un club de développement, on en a parlé souvent, même Olivier Renard est très transparent dans ses conférences de presse, mais je pense que dans la tête des partisans, moi j'ai l'impression que les séries doivent être atteintes cette année, d'autant plus que dans la division de l'Est notamment, là, on sent déjà le petit creux entre les positions 7, 8 et 9 là, qui est en train de se creuser comparativement au haut du tableau. Je pense que c'est accessible. Puis déjà, le CF Montréal, présentement, est 8e. On joue en bas de 500, si on peut dire ainsi. Puis on est quand même dans le portrait. Donc, je pense que ce serait plus que raisonnable d'être en série. En même temps, je reviens à la citation d'Olivier Renard qui en fait tiqué plus d'un. Il dit, mais je vise pas la Coupe MLS, je vise à être compétitif à chaque année, avoir un fonds de commerce gagnant. Est-ce qu'on l'a? Est-ce que c'est facile aussi de garder un fonds de commerce gagnant quand ton propriétaire joue avec tes entraîneurs, autant verbalement que physiquement? Ça, c'est une autre affaire. Bon, 2023 aussi. Ça m'intéresse parce que plusieurs personnes en ont parlé en conférence de presse. William, qui est ton joueur par excellence? Qui est ton MVP, comme diraient les Chinois? Oui, ben écoute, je me suis posé beaucoup de questions à ce niveau-là. Je pense qu'il y a 2 candidats, en tout cas de mon côté, qui ressortent notamment du lot. Mais j'ai décidé d'y aller avec Jonathan Sirois. Tout simplement parce que je pense que, tu sais, on connaît tous les devoirs des offensifs du CF Montréal cette année. On a beaucoup de difficultés à marquer des buts. Et quand on regarde là, chacun des matchs, là, surtout au milieu de la saison, il y a beaucoup de matchs qui se sont joués à un but seulement. Puis si on regardait les faits saillants de chacun de ces matchs-là, je pense qu'on verrait des arrêts clés de Sirois qui ont changé la donne, puis qui ont permis d'aller chercher des matchs importants. Ce qui fait en sorte que le CF Montréal est encore dans la course au moment où on se parle. Il a volé des points. Il en a donné, Vraiment. par contre. Il y a des gens qui feraient le contre-argument qu'il en a redonné dans les 2 derniers matchs, entre autres, à quelques erreurs. Mais bon. Ton autre, c'est Chouanière? Ouais, exactement. Mathias, ouais, vas-y. Je pense que Chouanière, c'est un peu ça a été la lueur, on dirait, dans la noirceur durant le début de saison. C'est lui un peu qui a réussi à garder le milieu de terrain à flot avec les absences de Kiev et tout ça. De Wanyama aussi, ça a été un peu la lueur d'espoir, la surprise, si on veut, de cette saison aussi pour certains. Écoute, Sirois était top. Moi aussi, j'ai les deux, ces deux-là. Mathias aussi? C'était deux noms, t'en as d'autres? Chouanière que Sirois. Moi aussi. Moi aussi. Et d'autant que, en fait, dans la période où Montréal allait bien, les séries de bons résultats, c'est les séries de meilleurs matchs de Chouanière, où il jouait d'ailleurs milieu axial. Et il a porté l'équipe sur ses épaules à certains moments, quand c'était difficile. Quand c'était plus facile, il a haussé son niveau d'un cran. Donc à chaque fois, c'est lui qui aidait, c'est lui qui faisait la différence aussi pour Montréal. Et tu parlais, William, des points rapportés par Jonathan Sirois, mais Chouanière en a rapporté aussi quelques-uns, même si c'est plutôt indirectement, évidemment, par rapport à son jeu et tout. Avec les gardiens, ça se voit beaucoup plus facilement avec les arrêts, avec les erreurs pour les points perdus. Mais Chouanière a quand même apporté énormément. Et en plus, il a pris une place dans cette équipe. Avant, il était considéré, il l'est toujours d'ailleurs, comme le couteau suisse. Si on peut l'appeler ainsi, parce que il occupe beaucoup de positions et c'est pas fini. Hein. On l'a encore vu jouer sur les flancs, jouer dans une position un peu plus offensive, un peu plus axiale, un peu. Mais malgré ça, il est devenu aussi un titulaire indiscutable, un élément important pour Hernan Losada et avec qui il s'entend bien. Je sais pas si vous avez lu Québec Soccer récemment où il y avait justement une interview qui expliquait le lien entre les deux. Et qui était intéressante aussi et qui montre à quel point justement cette sensibilité soccer peut-être commune qu'ils peuvent avoir a aussi permis à Chouanière de prendre du galon dans cette équipe. Ouais. Puis 2 choses à propos de Chouanière. Les statistiques aussi, c'est sûr qu'il faut pas tout le temps s'y fier, mais il domine dans plusieurs statistiques, les passes de progression, les passes clés aussi. Et on en a parlé et on en parle depuis quelques semaines ici à 11 Montréal. Son couteau suisse, c'est un immense talent. C'est c'est un truc dans son CV qui est très positif, hein, qui l'a amené, qui va lui permettre d'avoir une longue carrière. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette année, puis pour le titre aussi de joueur par excellence, ça lui nuit aussi parce que nommer le nombre de joueurs qui peuvent offrir des performances quand dans un match, tu passes milieu axial, latéral gauche, latéral droit, que tu changes constamment comme ça, dans une équipe qui se cherche aussi,
difficile justement de, comme dirait l'expression, faire la différence constamment quand tu es barouetté à gauche, à droite. Et même contre Atlanta, on l'a remis axial. C'est ce que moi j'espérais, en tout cas. Puis, on a un peu perdu ses qualités parce que à chaque fois que c'était en phase offensive, il se décalait sur la gauche pour laisser la Palainen rentrer. On perdait un peu juste cette course-là qui pouvait faire ce box-to-box qui, à mon avis, qui devient intéressant pour Chouanière. Mais aussi, pour l'instant, pour le joueur par excellence, Chouanière a une petite avance en fait, une avance sur Jonathan Sirois. C'est mon feeling. En même temps, il reste encore quelques matchs à faire, puis faudra voir aussi comment les séries vont aller. William, en sens, si on dit peut-être le positif, le négatif, si tu avais une déception cette année par rapport au CF Montréal, que ce soit individuel ou que ce soit sur l'ensemble de l'année? Ouais, j'avais encore là 2 joueurs, moi, que j'avais notés à ce niveau-là, notamment, ça va peut-être surprendre, mais Sean Rea. Sean Rea, parce que l'an dernier, puis les 2 dernières années aussi, j'avais beaucoup suivi ce qu'il faisait du côté de la CPL. Je trouvais que il prenait de l'aplomb offensivement. On voyait souvent dans les tests saillants, marquer des buts, tout ça. Puis il y a une certaine qualité individuelle que j'aimais, que je pensais qu'il pourrait amener cette année, notamment dans un effectif aussi jeune que celui du CF Montréal. Puis on l'a vu un peu plus au début de l'année, quelques minutes justement dans les moments où ça allait pas bien. Puis là, par la suite, il est un peu tombé dans... Erland Losada veut pas dire qu'il est dans son livre noir, si je peux dire, mais... Son doghouse. Son doghouse, exactement, je cherchais l'expression. Mais de mon côté, je pense que c'est évident que c'est le cas. On l'a pratiquement pas revu depuis. Il ronge son frein à l'entraînement ou dans les estrades. C'est un peu décevant de mon côté parce que c'est un des meilleurs jeunes joueurs du CF Montréal. Puis j'ai l'impression qu'on passe à côté de quelque chose, notamment quand on se vend d'être un club qui développe. Intéressant, Sean Rea. Mathias, en même temps, ça veut pas dire, puis ça reste pour l'équipe la deuxième plus jeune de la Ligue en ce moment. Bon, là, ça change avec si Karimé Wanyama, Montréal remonte 3e là, au niveau de la moyenne d'âge aussi, avec New York NYCFC. Sean Rea, d'ailleurs, il a rejoué après cet incident contre Miami, hein, puis il avait raison de le sortir. Quand t'es pas un vétéran, tu travailles pendant 90 minutes jusqu'au bout. Moi, Sean Rea, la seule affaire que ça me fait penser, c'est que Losada a dit tout au long de l'année, il faut que je sois créatif avec cet effectif, un effectif qui est un peu bigarré, un peu bâtard dans une certaine mesure. Mais la création est proche peut-être de la folie ou du moins du n'importe quoi par moment. Je prends l'exemple de Mason Toy qu'on n'a pas vu depuis le 12 juillet. Il y a un départ, il n'est pas sa feuille de match. Après ça, il y a un départ, après ça, il ressort. Amdi, au dernier match, c'est un peu ça aussi. On n'est pas loin des fois du n'importe quoi aussi. Est-ce que Sean Rea a été essayé, puis finalement, on a coupé les ponts? Sean Rea, il a beaucoup joué en début de saison parce que il manquait du monde. Duke n'était pas encore arrivé. Il y avait des blessés. Miljevic était blessé. Bon, après, Miljevic n'est même pas blessé. Il jouait pas beaucoup. Et bon, on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans l'émission, notre ami. Mais c'est ça aussi, c'est qu'il y avait quand même de la place. Et Sean Rea, je pense qu'il a été aussi victime de plusieurs choses. Et on pensait que ce serait Saliba la victime de ça. C'est l'excès de jeunesse qui, à certains moments, a nuit, et l'excès d'inexpérience qui a nuit à l'équipe, surtout en début de saison. On voyait que tu avais des joueurs qui avaient du potentiel, mais qui ensemble, ouais, ça va peut-être marcher en PLSQ, là, mais on est en MLS. Donc, à un moment donné, il fallait passer un cran. Et il y avait trop de jeunesse, trop d'inexpérience, donc il fallait faire des choix. Et visiblement, le choix gagnant, en tout cas aux yeux d'Hernan Losada, ça a été Nathan Saliba qui a gagné sa place dans l'équipe. Alors que Sean Rea, lui, c'est peut-être aussi en fonction de sa position, il a perdu du galon et finalement oui c'est Amdi, c'est Miljevic quand il était encore là, c'est Duke forcément, même Lapalainen qui a joué en soutien d'attaque, Chouanière qui a joué en soutien d'attaque, donc il y a beaucoup de concurrence à ce poste-là et à un moment donné oui Losada est créatif, il essaie surtout à l'attaque parce qu'à l'attaque il y a un gros problème pour marquer des buts, mais derrière les attaquants je pense qu'il a une liste limité et que malheureusement, pour le moment, je dis bien pour le moment, Rea est celui qui sort de cette ligue. Ouais, en même temps, avec 4 matchs à jouer, ça m'étonnerait que Sean revienne dans les bonnes grâces. Quoi qu'en même temps, il est créatif, Losada, visiblement. On finit là-dessus, William. Là, il reste 4 matchs, justement, je l'ai dit, Orlando. Tu penses, 1, qu'ils font un résultat Orlando, puis 2, tu penses qu'ils font les séries, le CF Montréal?
j'ai de la misère à voir le CF Montréal aller chercher ce match-là à Orlando. On a toujours eu un peu de difficulté dans un stade qui est assez intimidant là-bas. Face à une équipe aussi face à laquelle ils n'ont pas connu tant de succès. Il y a une bonne rivalité entre les deux clubs, donc je pense que ça va être un match assez intense, animé. On connaît l'enjeu pour le CF Montréal. Mais j'ai l'impression que ça va être difficile. On regarde les adversaires des 3 derniers matchs. Là. Ça va être 3 matchs difficiles, loin d'être acquis, même à domicile, là, face à Portland, notamment le dernier match. J'ai la misère à voir le CF Montréal se sentir. Mathias, on s'en est pas rendu compte sur le coup, mais si tu regardes, je regardais ta statistique que tu as offert avec Vision du jeu, c'est la crème en ce moment de la MLS que le CF Montréal affronte. Houston, Portland, c'est dans le top en ce moment. Ben oui, il restait encore quelques matchs à jouer lors de la dernière journée de championnat, mais au moment où j'ai regardé le classement de la forme des équipes, les 4 prochains adversaires du CF Montréal étaient parmi les 5 premiers. Le 5e, c'était l'OVNI Miami, qui est dans un monde à part. Donc, forcément, même si certaines équipes ont perdu des plumes et que le classement a peut-être un petit peu changé, ça reste quand même un calendrier extrêmement difficile. Et ces 4 adversaires parmi les plus en forme. Après, tu peux te servir de ça en te disant, mais on est capable de le faire. Et si jamais tu passes, justement, tu dis, t'as vu ce qu'on a affronté? On a affronté des équipes en forme. Donc maintenant, ça se joue sur un match, ça se joue sur pas grand chose. On est capable de tout, on peut aller loin. Donc, ça peut être aussi un qui tout double. Et si ça passe, ça peut être aussi une source d'énergie. Bon, Mathias, si t'avais engagé ton RE, oui ou non, ils font des séries, CF Montréal? J'aime pas gager. Je pense que ça va dépendre des autres aussi. Ouais, puis de toute façon, à ton âge, t'as plus de RE aussi. William, toi, t'as dit oui ou non, finalement? Moi, je pense que non. Je pense que le CF Montréal compte en ce moment sur les difficultés, notamment DC United, qui ne gagne plus non plus. Mais on voit Miami qui s'en vient derrière. C'est pas encore clair avec la blessure à Messi, mais il y a plusieurs adversaires derrière, puis ça se joue à pas grand-chose au niveau des points. Il y en a qui ont des matchs en main. Puis on l'a mentionné, 3 matchs difficiles face à Houston aussi, les champions de la US Open Cup. Je pense que ça va être très compliqué. C'est un non. Donc, à voir, parce qu'il reste 4 matchs au CF Montréal, c'est pas facile. Ils ont quand même toujours une place en série, alors il faut relativiser aussi. William Gagnon, merci d'avoir été des nôtres. Je sais que t'es plus au cégep, là, t'étais à quel cégep, ceci dit? Je suis finissant en ATM au cégep de Jonquière. Oh, yes! Dernière année. Ouais. Bon, et puis, est-ce que le journaliste sportif t'intéresse? Visiblement, oui. Ouais, absolument. J'espère faire mon stage dans quelques mois. Bon, déjà, j'espère que ça pourra te servir de carte de visite peut-être, quoi qu'en même temps, je suis pas sûr que je suis une bonne référence aussi pour un éventuel stage. C'est un cadeau empoisonné que je t'ai fait. Merci William d'avoir été des nôtres, puis j'espère qu'on pourra se reparler. Merci d'être un partisan de 11 Montréal dans une certaine mesure. Puis bonne chance pour la suite aussi. Peut-être on se voit peut-être le 7 au stade. Je l'espère. Merci à toi, Frédéric, pour l'invitation. Salut. Mathias, tu restes avec nous. Oui. On accueille de l'autre côté notre autre participant à Cégep Academy ici. À tout de suite. On est de retour sur les zones de 11 Montréal, toujours Frédéric Laure, avec vous, votre humble serviteur. C'est ce qui est comme terme, ça, humble serviteur. Et Mathias Van Alst, qui est toujours là aussi, le doyen de la faculté de notre université avec le 11 Montréal spécial Cégep qui continue. Et on reçoit notre deuxième participant aujourd'hui, notre deuxième journaliste avec nous, Félix-Antoine Beauchemin est avec nous. Salut Félix-Antoine. Bonjour Frédéric. Bonjour Mathieu. Mathias, ouais, Mathias, c'est pas la première fois que ça. Moi-même, j'appelle Mathieu juste pour l'emmerder aussi de temps à autre. Hey, Félix-Antoine, ça fait longtemps que tu suis le CF Montréal, que t'es un fan de CF Montréal? Ouais, depuis ses débuts en MLS, je vous dirais 2012. À l'époque, j'avais 7 ans quand ça a commencé, mais je m'y connaissais un peu moins, c'était plus. Mais depuis leur arrivée en MLS, je vais au moins une fois par année au Stade Saputo voir l'équipe. Sinon, je regardais pas mal de matchs à la télé avant, maintenant sur Apple TV. Très bien, c'est très bien ça. Bonne plug, Félix-Antoine. Merci. Le chèque est normal. En ce sens-là, par contre, Mathias, toi, t'es là depuis longtemps. T'es là depuis le début des années 2000, moi un peu plus tard. Mais en même temps, ça fait partie de nos espoirs en tant que professionnels par rapport au CF, par rapport à l'Impact. C'est de dire que Félix-Antoine, qui a 7 ans, a vécu toute l'épopée de la MLS, puis qu'il arrive dans la profession, il arrive aussi dans les consommateurs, les éventuels consommateurs là, dans 20, 30 ans. Ils connaissent ça, ils ont vécu, presque, je pourrais dire que c'est des natifs, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas l'impression que c'est l'autre, ils n'ont pas la théorie du grand remplacement par rapport au soccer.
Ils n'ont pas honte d'aimer le soccer, puis ça fait partie de leur vie autant que le Canadien, autant que d'autres de spectacles sportifs là, qu'on peut voir à la télé. Oui, puis en fait, la meilleure réponse que je peux te donner, c'est la réaction que Félix-Antoine a eue de rire quand tu as parlé de théorie du grand remplacement. Et c'est clair que elle existe, et j'allais dire elle existait, mais elle existe encore malheureusement dans certains vieux esprits. Et son rire a vraiment lancé le message. C'est tellement ridicule. Et je pense que ça dit tout. Je dis ça, c'est fort comme terme, là, mais je dis ça, des fois, j'ai l'impression que c'est ça. Les gens, il y en a de moins en moins, mais les plus vieux, à chaque fois qu'on parlait de soccer, il y avait quelque chose là qui revenait du tréfonds d'eux. Il y avait tellement l'impression que c'était l'autre. Ils sont tellement mal à l'aise par rapport au soccer. Il y a tellement... C'est pas compliqué, c'est pas compliqué quand tu regardes, il y en a encore, mais il y en a moins, les forums de discussion, ou alors les réactions aux articles dans différents médias, en dessous de n'importe quel sport. Le sport ne se fait pas insulter, sauf le soccer. C'est vraiment, on sent une peur de la popularité d'un sport et comme une haine, puis c'est assez incompréhensible. Alors que moi, je me souviens quand je suis arrivé au début des années 2000, par exemple, le tennis, qui n'était pas forcément au niveau où il en est maintenant ici, il n'y avait pas encore des vedettes comme Félix Auger-Aliassime ou d'autres. Le tennis canadien était fait, et pourtant c'était un sport extrêmement populaire. Je me souviens d'un grand journal écrit qui avait son blogueur, et il y avait énormément, c'était le deuxième où il y avait le plus de réactions derrière le hockey, et puis il n'y avait aucune insulte par rapport au tennis, des gens qui disaient le tennis, nanana. Ben, alors le soccer, ils s'en prenaient plein la poire tout le temps. Ouais. Bon, commençons avec Félix-Antoine. Je parlais de cette saison de l'Osada. Ça a été rythmé cette semaine, notamment par les commentaires de Samuel Piette sur les choix ou peut-être les mauvais choix tactiques qui ont été faits dans le match contre Atlanta. Qu'est-ce que tu en penses ensemble la saison? On va parler de l'Osada, peut-être du pilote en général. Quelqu'un qui est parti avec Kyoto, puis Toy notamment comme attaquant et qui les a pas vus de l'année. Qu'est-ce que tu penses de la saison d'Hernan Losada jusqu'à présent, Félix-Antoine? Ben, je pense que surtout, comme tu l'as dit, au vu de l'effectif qu'il a à sa disposition, ça a été répété souvent, mais c'est l'effectif avec la masse salariale la plus basse de la MLS. Et avec beaucoup de salaires qui non utilisés, Kyoto, qui est pas de la faute de Losada, blessé pratiquement toute la saison, Wanyama qui décide de mettre sur le banc, c'est un choix tactique, on pourra en reparler. Mais avec cet effectif-là, avec beaucoup de changements par rapport à l'année dernière, moi je trouve que c'est quand même une bonne saison, le fait de se battre à 4 matchs de la fin pour une place en série, même si avec le calendrier qui s'en vient, ça risque d'être assez difficile. Le fait de se battre encore pour une place en série, pour moi, ça montre que le Sada fait un travail, somme toute, un bon travail, somme toute. Il a hérité, Mathias, l'effectif qui était construit pour le style Nancy, et aussi un effectif qui était construit autour, justement, je viens de parler de Toy et Kyoto. Si tu avais à parier sur, y a-t-il un des gars un de ces deux-là, ou les deux qui pourraient être blessés dans une année, disons que la probabilité est assez élevée. Et t'as Wanyama et Piet aussi, à une même position, dont un qui est un joueur désigné, puis ton autre est ton capitaine et joueur important de l'équipe aussi. Il y a une construction un peu viciée, c'est une équipe un peu... J'ai utilisé le mot bâtard tout à l'heure. C'est peut-être un peu fort aussi, mais c'est une équipe un peu bizarre dont il a hérité Hernan Losada, non? Et surtout qu'il y a eu des départs très, très importants quand même, notamment Mihailovic. Il y a des joueurs qui se sont révélés l'année passée comme Koné. Il y avait un problème de gardien à résoudre qui a été résolu, et ça n'a rien à voir avec l'effectif. C'est grâce à Jonathan Sirois, c'est son mérite à lui. Donc c'est clair que l'effectif d'Hernan Losada, et Félix-Antoine en a bien parlé, n'a rien à voir. N'a rien à voir, il y a des liens, mais c'est pas le même que l'année dernière finalement, et c'est clair que l'Osada a eu du bricolage à faire. On peut parler notamment du flanc gauche, on peut parler de l'axe du milieu de terrain où il a quand même fait pas mal d'essais, ou surtout du soutien à l'attaque. Et c'est qu'il c'est mieux de jouer avec un joueur derrière deux attaquants, ou deux joueurs derrière un attaquant seul aussi. Ça, c'était un petit peu compliqué parce qu'on voyait l'année dernière avec Mihailovic, ça marchait toujours mieux pour lui quand il y avait deux joueurs derrière un attaquant. Mais là, Mihailovic n'étant plus là, il faut essayer de retrouver la bonne combinaison.
À droite, c'est pareil. Alistair Johnston est parti. Aaron Herrera est arrivé. Mais Zachary Beauvillier avait des ambitions. Il y avait la concurrence entre les deux. Un qui avait plus l'habitude d'éclat, qui avait certains automatismes avec certains joueurs. Un autre qui devait se faire à une nouvelle équipe. Donc, et il y avait quand même beaucoup de travail. On avait l'impression que c'était au début que il y a des vedettes qui sont parties, mais sinon pour le reste ça n'a pas trop changé. Si pour le reste ça aussi quand même pas mal. Mais ça a pris 5 matchs et le traumatisme de Vancouver et de la Nouvelle-Angleterre pour vraiment convaincre, notamment ceux qui l'ont plus exprimé dans leur physique, dans leur langage corporel, c'est Kamal Miller et Waterman. Ça a pris 5 matchs pour vraiment dire, OK, on n'est pas l'équipe de 2022, on est l'équipe de cette année aussi. Et ça, comme l'a dit Félix-Antoine, ils ont commencé un peu en retard pour tout ça. En sens, si de toute notre discussion découle, qu'est-ce qui validerait une saison? Qu'est-ce qui rendrait une saison 2023 pour le CF Montréal positive? Est-ce que c'est les séries, Félix-Antoine? Ben, pour moi, avec la position où ils sont, avec 1 ou 2 points d'avance sur la 9e place et avec Orlando, Houston, Portland et Columbus à jouer, donc 4 équipes qui sont au-dessus de Montréal au classement, 4 équipes qui sont probablement meilleures que Montréal aussi. Si on est capable de faire les séries avec ce calendrier-là, ça montrerait qu'on est capable de rivaliser avec ces équipes-là. Et puis, il va falloir probablement gagner au moins 1, voire 2 matchs dans ces 4-là pour faire les séries parce que, bon, il y a Miami, c'est un peu une énigme avec Messi. Est-ce qu'ils peuvent revenir avec leur match en main? On ne sait pas. NYCFC qui sont à égalité avec Montréal, ils risquent de passer devant. C'est un peu une saison bizarre pour eux aussi. Donc, si on est capable de faire les séries, de montrer qu'on peut rivaliser avec des meilleures équipes, ça va être pour moi une preuve que on peut rivaliser dans cette ligue-là, même avec un effectif plus faible, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué. On a beaucoup de points contre les équipes en dessous de Montréal au classement, les équipes qui font pas les séries. Mais comparé aux équipes plus haut au classement, Atlanta en fin de semaine, c'était un bon exemple. Le CF Montréal s'est souvent fait déclasser, si je peux le dire ainsi. Et puis, il va falloir faire aussi, selon moi, un résultat avant Columbus. Parce que je vois mal Wilfred jouer contre Columbus à Columbus avec Wilfred Nancy. Voir Wilfred Nancy qui fait tourner pour un peu donner une chance à Montréal de faire les séries. À voir comment ça s'est fini l'an dernier. À voir comment c'était important pour lui de battre Montréal quand ils sont venus il y a quelques semaines. Et puis, même si on regarde l'année passée, Montréal, au dernier match, c'était contre Miami, si je ne me trompe pas. Il avait quand même fait jouer toute la première équipe contre Miami au dernier match pour faire une victoire très convaincante, pour avoir un momentum rentrant dans les séries. Donc, je ne serais pas surpris si à Columbus, ce serait probablement le match le plus difficile des 4 même. Donc, il va falloir faire probablement un résultat avant. C'est intéressant. Donc, attends, je t'interromps là. Donc, les 3 prochains matchs pour toi font ou défont 2023? Est-ce qu'on va jusque-là? Je dirais pas fond et défend complètement. Après, c'est pas seulement les résultats à avoir dans le jeu, parce que si c'est aussi pauvre que contre Atlanta dans le jeu jusqu'à la fin de la saison, même si ça fait des séries par miracle, et après, par exemple, on joue NYCFC en barrage et qu'on se fait encore déclasser, OK, on a fait les séries, mais on n'aura pas prouvé qu'on est capable de rivaliser avec des équipes en plus haut de tableau. Donc, je ne dirais pas que c'est complètement validé ou ne pas validé, mais faire les séries, c'est, comme je disais, ça montre qu'on peut rivaliser d'une certaine manière. J'entends bien. Dans les 4 que tu as nommés, Orlando, Houston, Portland, qui vont venir dans la même semaine d'ailleurs, à Houston et Portland, et Columbus, les victoires, tu les vois où? À domicile? Oui, parce que je pense que si je ne me trompe pas, c'est 8 points à l'extérieur dans toute la saison, puis 29 à domicile, si mes notes sont correctes. Ouais. Donc, et puis Portland, selon moi, c'est l'équipe la plus abordable des 4. Et en plus, à domicile, c'est là que Montréal va aller chercher ses points. D'après moi, il va faire, selon moi, avec Houston et Portland, idéalement, il faudrait 4 points sur ces matchs-là. Et puis, voir un nul à Orlando ou Columbus. D'après moi, avec 5 points, 42 points pour finir dans la saison, Montréal aura d'assez bonnes chances de se qualifier. Mais en dessous avec seulement 3 points, par exemple, à 40 points, je doute que ce soit suffisant, par exemple. Je suis d'accord. Je pense que tes calculs sont bons. Mathias, juste sur... puis ça a l'air sentencieux, si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est vrai que les 3 prochains matchs vont faire ou défaire la saison. Si on anticipe que Columbus, c'est très difficile, c'est peut-être le moins probable, peut-être.
de tout ça. Tu parlais d'humeur tout à l'heure. Est-ce que c'est réducteur, mais pour avoir une bonne humeur, faudrait pas que cette équipe-là prenne l'eau, du moins coule à pic jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est dommage parce que finalement, chaque match a la même importance et souvent on donne trop d'importance à la fin de saison. Ouais. 3 points en février ou en mars, ou 3 points en septembre, ça reste 3 points. Et souvent, je me fais l'exercice dans ma tête, je me dis, ouais, mais si on avait inversé le calendrier et que finalement, imagine que Montréal termine 11e de l'Est, mais à 1 point de passer cette fameuse ligne rouge et qu'on se dise, ah ben mince, ils ont gagné leurs 3 derniers matchs et c'est grâce à ça qu'ils sont arrivés à 1 point. Est-ce qu'on aurait eu la même réaction que finalement si les résultats de fin de saison sont moins bons? Tu sais, il faut prendre la saison dans sa globalité. Puis si tu parles des 3 prochains matchs, il faut pas oublier que Houston, c'est un match au milieu de semaine, donc il y aura peut-être un peu de tournant. Puis moi, je serais un dirigeant du CF Montréal. Vu que Houston vient de gagner la Coupe des États-Unis, j'enverrai quelques caisses de champagne aux joueurs pour qu'ils puissent bien faire la fête et qu'ils se remettent pas d'ici la semaine prochaine. À Montréal, c'est une ville de party quand même. Voilà, quelque chose, t'offres le resto ou t'offres la fête. Exactement, faites la fête, amusez-vous. Puis peut-être que Joe Saputo, c'était son anniversaire aussi. Peut-être qu'il pourrait justement les inviter à son anniversaire, une fête à son honneur aussi, mardi avant d'arriver. Exactement. Patton Stade est là comme directeur sportif. Peut-être que ça peut... c'est notre cheval de Troie. Ouais. Un ancien Patton Stade est passé quelques matchs par Montréal, si je me rappelle bien. Ah oui, il a joué à Montréal comme gardien de but. Oui, ça a été le gardien de but de l'Impact en Elite Division 2, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Ça changeait tellement de nom. En USL, de toute façon, c'était un USL. Dans une des nombreuses itérations de la 2e division de l'époque. En sens, Félix-Antoine, je te relance peut-être sur la validation. Il n'y aura pas moyen de valider cette saison-là par rapport à la progression des jeunes, parce que ça, c'est un cheval de bataille, ou du moins, c'est quelque chose sur lequel Montréal, Olivier Renard mise beaucoup. Est-ce que la progression des jeunes, est-ce qu'on pourrait prendre ça en tant que club? Puis est-ce que les supporters aussi pourraient acheter ça en disant « Hey, cette année, indépendamment de tout ça, il y a des jeunes qui ont vraiment que leur carrière peut être vers le haut. » Ouais, selon moi, ce serait un autre point pour valider la saison. Quand on regarde des jeunes comme Chouanière, Libas, Sirois, c'est les 3 premiers qui me viennent en tête. C'est vraiment les 3 qui ont beaucoup progressé. Chouanière est un peu plus âgé, mais ça reste un jeune joueur. Ils ont beaucoup progressé. Et dans ce sens-là, pour moi, ce qui va valider aussi la saison, ça va être le travail de Olivier Renard. Ça va être de garder aussi ces jeunes-là pour qu'ils puissent progresser à Montréal. Et puis, montrer aux partisans, montrer à tout le monde que le club progresse avec ses joueurs et c'est pas un nouveau projet à chaque année parce qu'à chaque année, on doit avoir nos meilleurs joueurs. L'année dernière, il y a Mihailovic qui est parti, il y a Johnson qui est parti, il y a Coney qui est parti, mais là, il est parti très tôt en début de saison. Donc, on a beaucoup de joueurs, le noyau de l'année dernière, il y en a beaucoup qui sont partis. Donc, en ce sens-là, pour valider la saison, c'est oui, faire progresser les jeunes, mais les garder à Montréal au moins. Parce que si, par exemple, Chouanière et Sirois partent, qui sont probablement les 2 éléments qui ont le mieux performé cette saison à Montréal, si les 2 partent, c'est difficile de dire que la saison, pour moi en tout cas, c'est difficile de dire que la saison est validée. Parce qu'après, tu te bases sur quoi l'année prochaine pour recommencer ou pour progresser? Si les joueurs sont partis, tu peux pas te baser sur eux pour progresser. On évoque plein de jeunes depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as une surprise dans cette équipe-là? Si je me rapporte au Félix-Antoine en février 2023, qui anticipe la saison du CF Montréal, si tu avais la chance de lui reparler, il serait surpris de quoi? Ou c'est quoi la surprise de l'année, en fait? C'est ça. Il serait surpris de voir que Sirois, après la blessure de Panzemis au premier match, c'était au premier match ou au deuxième match? Premier. Contre Miami. De voir qu'il est deuxième gardien à 21-22 ans, avec seulement un peu d'expérience en CPL. Moi, j'ai vu qu'il avait été gardien de l'année en 2021 en CPL, mais le niveau de la CPL par rapport à la MLS, pour moi, en tout cas, c'était une relative inconnue. Donc, voir Sirois rentrer, gagner sa place de titulaire de manière assez convaincante, avoir 11 jeux blancs à MLS, qui est un sommet dans la Ligue en ce moment, égalité avec 2 autres gardiens.
dans une équipe somme toute assez moyenne défensivement, de voir ses performances à Sirois, pour moi, c'est la plus grande surprise cette année. En février aussi, tu pourrais dire que l'été, attelle-toi pour de la pluie aussi pour l'été 2023. Ça aussi, c'est une surprise. Mathias, t'es surprise, toi? Moi, ma surprise, c'est exactement la même. Ma bonne surprise, parce qu'il y en a des mauvais aussi. Ma bonne, c'est Jonathan Sirois, sans hésiter. C'est clair que malheureusement pour James Pantemis, il partait la saison pour être le gardien titulaire et il s'est blessé rapidement. Sirois a dû prendre la balle au bon dans le but. Il l'a fait avec aplomb. Au début, il avait l'air d'un deuxième gardien, c'est tout à fait normal. Il sait ce qu'il était, puis il n'avait pas l'expérience, mais très très rapidement, il s'est installé au poste. Il a gagné son poste de titulaire. Félix Antoine parlait du fait qu'il avait été gardien de l'année dernière en CanPL, mais il avait eu un creux à un moment de la saison, un gros creux. Et cette année, il a eu certains moments difficiles. Et en plus, ça coïncidait avec le retour de Pantemis. Et il a su passer à travers très très facilement, j'en sais rien parce que je suis pas à sa place, mais en tout cas de façon assez bonne pour que ça se voit pas trop et pour garder sa place et pour que ce soit clair dans la tête d'Hernan Losada que Pantemis est de retour de blessure, mais Jonathan Sirois, même si il a peut-être un match ou deux plus difficile, non, c'est pas grave, ça va passer. Effectivement, c'est passé très rapidement. Et oui, Jonathan Sirois commet encore des erreurs, il coûte encore des points, ça arrive, mais c'est normal, il est jeune, il est inexpérimenté, mais dans l'ensemble, honnêtement, il fait le boulot et puis il mérite sa place. Et c'est vraiment la bonne surprise de l'année. Il a du mérite et il y a des points que Montréal a qui sont grâce à lui. T'as des déceptions? Félix-Antoine, tu as parlé de Wanyama, entre autres. C'est une déception où on en est rendu avec Wanyama, ou il y a d'autres joueurs, peut-être Matko aussi. On n'en a pas parlé ici beaucoup, mais Matko... Matko hors terrain, c'est sûr que c'est très dommage. Même sur le terrain, c'était pas fameux avant qu'il s'en aille, selon moi. C'était passable, mais sans plus du côté de Milevic. Du côté de Wanyama, c'est sûr, dans une certaine mesure, c'est décevant. Quand c'est de loin ton joueur avec le salaire le plus important, c'est ton seul joueur désigné, qui est plus titulaire, même si je ne vais pas nécessairement très mal, Piet a montré qu'il pouvait faire ce que Wanyama pouvait faire, et dans le système de jeu de Losada, qui donne beaucoup plus d'importance à la contre-attaque et au jeu vers les ailes, et ensuite subir certaines contre-attaques aussi. Je trouve que Piet était plus à l'aise que Wanyama, qui, dans le système de Wilfred Nancy, était là aussi pour distribuer des ballons. On se sortait beaucoup plus de derrière, beaucoup plus court de derrière. C'est une faiblesse dans le jeu de Samuel Piet aussi, de la relance. Donc, c'est aussi pour ça que Wanyama, selon moi, il y avait une si grande différence entre les deux par rapport à cette année. Donc, le fait de le faire revenir l'année dernière pour finalement ne pas le faire jouer titulaire, c'est sûr que c'est une certaine déception. Parce que quand on parle des finances qui sont assez serrées du côté de Montréal, est-ce que cet argent aurait pu être mieux dépensé ailleurs? Probablement. Mais c'est ça. Pose la question s'il répond, effectivement. Il ne reste pas beaucoup de temps. J'ai un nom que j'avais dans mes notes ici, puis on n'a pas abordé ça. Est-ce que Jean-Anthony Vilsaint, il n'y a pas beaucoup de matchs que jouer. Est-ce que toi, je veux voir ton niveau d'excitation. Es-tu excité? Es-tu chat échaudé, créneau froide? Es-tu, au contraire, pas excité du tout? C'est quoi ta perception de Jules-Anthony Vilsaint? Quand j'évoque son nom, qu'est-ce qui te vient en premier dans ta tête? Pour moi, il faut lui donner sa chance parce que quand on voit qui est devant à Montréal, Kyoto, il va être parti l'année prochaine, c'est quasiment sûr. Après, le reste des attaquants, il y a certains potentiels là-dedans, mais il n'y a rien de... À beaucoup, tu peux dire, lui, il a le potentiel d'exploser, mais le reste, ça m'évoque pas de grands espoirs. Disons, dans 2-3 ans, où est-ce qu'ils vont être? Est-ce qu'ils vont être un très bon attaquant MLS? Je ne vois pas que les autres attaquants, mais avec Vilsaint, si on lui donne l'opportunité de se développer, j'ai l'impression que dans 2-3 ans, ça pourrait être un buteur à 10, voire 15 buts s'il fait une excellente saison à MLS. Donc, je pense que... Et puis, quand on regarde aussi, mettons, par exemple, avec Offort, qui prend dans le profil physique, et le joueur le plus comparable, mais je trouve que entre Vilsaint et Offort, au niveau technique, Vilsaint est là, je dirais pas largement supérieur. Je dirais que dans sa prise de balle, par exemple, je le sens beaucoup plus à l'aise. Alors que Offort, quand c'est pas pour faire une déviation de la tête ou un contrôle de la poitrine, quand ça lui vient directement dans les pieds,
parfois c'est assez compliqué. Donc, s'entêter avec un A fort, par exemple, je suis pas certain que c'est la direction à suivre pour Montréal. Je sais que tout au long de l'année, Eddie Sebrango, ça fait 2 ans, même quand il n'était pas du staff de Wilfried Nancy, il travaillait avec les attaquants Eddie Sebrango. Il est là depuis longtemps. Puis tout au long de l'année, on travaille sur une chose avec Gino Ford, de garder les choses simples. Parce que je pense que c'est une qualité pour certains, mais il y a beaucoup de confiance où il croit qu'il y a beaucoup d'habileté technique aussi. On le voit que c'est peut-être un peu, il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Alors, ce qu'on veut, ce qu'on essaie de travailler avec Ford présentement, c'est de garder les choses simples et de servir de ses qualités aussi nécessairement, pas et de rester dans une certaine mesure humble. Facile à dire aussi parce que tu veux des joueurs confiants, mais tu veux aussi les canaliser en quelque sorte. Bon, on a demandé ça, oui ou non les séries. Ce que j'entends, c'est oui pour toi les séries pour le CF Montréal. Si on se reparle dans 3-4 semaines, là, ils sont en série, le CF Montréal? Selon moi, malheureusement, selon moi, avec le calendrier, comme on effectue tantôt qui s'en vient, il y a plus de chances qu'ils ne fassent pas les séries. Je dirais peut-être un 40-60. 40% de chances qu'ils fassent les séries. Mais j'ai quand même espoir. Par contre, l'équipe n'a pas gagné depuis au-dessus d'un mois. Et comme on disait tantôt, ça va prendre au moins 1, voire 2 victoires en 4 matchs pour faire les séries. Donc, ça va vraiment falloir que le CF Montréal se réveille. Est-ce que les commentaires de Piet vont réveiller l'effectif ou est-ce que ça va plomber l'équipe si l'équipe il y a une cassure entre les joueurs et l'Osada? C'est sûr que s'il y a une cassure entre les joueurs et l'Osada, il n'y a pas grand-chose. Il n'y aura pas grand-chance que Montréal puisse faire les séries. Bon, alors on a 2 noms. Mathias, cette génération-là est soit super réaliste, soit un peu négative aussi, en quelque sorte. Faut voir. Réponse dans un mois. Exactement, la bonne réponse dans un mois. J'aime le réalisme, le sang-froid, ou du moins avec quelle option vous prenez la saison. Félix-Antoine Beauchemin, merci beaucoup. T'es finissant de quel cégep, Félix-Antoine, en terminant? J'ai fini mon cégep à Champlain au mois de mai. Puis là, je commence mon bac en journalisme à Concordia cet automne. Cool. Comment ça va la rentrée? À date, ça va. C'est assez intense, certains cours, mais c'est amusant. C'est des cours qui m'intéressent. C'est un programme qui m'intéresse. Donc, est-ce que c'est le journalisme sportif qui t'intéresse particulièrement? C'est une des avenues qui m'intéresse, c'est sûr. Je ne suis pas encore à 100%. OK, moi, le journalisme sportif, assurément seulement. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est sûr, dans le futur. Non, il y a beaucoup de plaques tectoniques en ce moment dans les médias qui s'entrechoquent et le monde change. Alors, tu as amplement le temps de voir tout ça et d'explorer. Merci d'avoir été des nôtres, Félix-Antoine. Alors, bonne chance pour ça. Peut-être qu'on va se voir le 7 au stade, sinon sur la galerie de presse, sinon dans les tribunes. Merci, Félix-Antoine. Parfait. Merci à vous. Salut. Bon, c'est la fin de notre Cégep Académie. Ça me fait beaucoup rire, c'est mon concept. Bref, j'ai beaucoup aimé William et Félix-Antoine. Si vous êtes encore là, d'ailleurs, vous pouvez aller voter sur mon Twitter. Il y a un sondage que je vais faire qui va être disponible. Et aussi, vous pouvez laisser un commentaire sur la page YouTube. Ça va servir de vote. Vous pouvez voter donc sur les commentaires de notre page YouTube de cette émission en particulier. On finit cette édition du 28 septembre avec toujours Mathias Vanaz, notre doyen. Veux-tu un commentaire peut-être sur nos deux panélistes invités, nos panélistes stars de la semaine? Ils n'ont pas fait tâche du tout dans l'émission, donc c'est très bien. Voilà, on a bien intégré. C'est la preuve d'une bonne structure aussi. Je salue le coach de l'émission d'avoir pu intégrer les jeunes joueurs rapidement. Oui, mais puis des bons choix aussi, parce que je sais pas comment ils ont été sélectionnés, mais le sélectionneur a bien fait son travail. Voilà, on a du bon recrutement ici à 11 Montréal. OK, on finit rapidement. En passant, j'avais un pari, et ça fait longtemps que ce pari-là tient. Tu vas me dire que c'est facile sans Lionel Messi, mais avec Kevin Laramé, qui est notre producteur, qu'on salue d'ailleurs. Il y a une hécatombe dans notre équipe. Il y a de la maladie un peu partout. J'avais parié qu'Houston gagnerait à domicile et j'ai gagné facilement mon pari. Quand même, quoique ça a été chaud en fin de match. Je veux juste entendre, Mathias, parce que Steve Cherundolo du LAFC, Tata Martino dit la même chose, mais je l'ai entendu de plusieurs commentateurs, de collègues, mais aussi d'entraîneurs dernièrement, en disant que quand on a des matchs qui se suivent, là, comme en milieu de semaine, comme ça a été le cas dans les dernières semaines, comme ça s'en vient aussi pour Montréal avec Houston, un mercredi, puis Portland un samedi, tu le vois, la MLS c'est pas équipée, les équipes sont pas équipées pour enchaîner tout ça.
pas juste au niveau, parce qu'on pourrait dire c'est la profondeur, on pourrait dire ça, mais aussi le voyagement, la forme physique, jouer sur plusieurs tableaux. C'est pas comme notamment en Europe où on peut enchaîner peut-être un peu plus compte tenu des déplacements. Ça, c'est quelque chose, c'est un gros chantier de réflexion pour la MLS et pour les gens qui s'occupent du spectacle ou du moins du sportif en MLS. Mais je trouve que, bon, de toute façon, c'est un problème qui s'oppose depuis plusieurs années, mais cette année, avec le nouveau calendrier, il y a un énorme changement. C'est que tout le monde est soumis à la même enseigne. Les journées de championnat, à part quand il y a des matchs à rattraper ou des équipes qui jouent en milieu de semaine, mais généralement, quand il y a des matchs en milieu de semaine, tout le monde joue en milieu de semaine. Donc, c'est bien, c'est plus équitable que quand, de temps en temps, tu avais une équipe. On se souvient, à un moment donné, Montréal avait 7 matchs en un mois, alors que t'en avais une qui jouait toutes les semaines, puis après ça changeait, puis on comprenait pas, t'avais des équipes qui avaient des matchs d'avance, des équipes qui avaient des matchs de retard, c'était assez compliqué aussi à suivre le classement. Là, bon, cette année, il y a eu une petite exception avec Miami. Il y a aussi eu, malheureusement, et je pense que le changement climatique oblige, ça va malheureusement arriver plus fréquemment, beaucoup de matchs retardés cette année à cause d'événements météorologiques, des orages et autre chose. Hier, par exemple, Colorado-Vancouver qui était joué n'était pas du tout programmé en milieu de semaine. C'est un match qui devait avoir lieu avec les autres, mais il avait été annulé ce jour-là. Mais sinon, en dehors de ça, c'est ça, tout le monde joue quasiment en même temps. Donc, au moins, c'est déjà, je trouve, moi, un progrès énorme. Évidemment, bon, le fait que certaines équipes jouent 2 matchs de suite à domicile, peut-être ça peut les aider quand il y a des matchs en milieu de semaine. Il y a pas le voyage, tout. Mais quand même, ça équilibre et c'est quand même beaucoup plus équitable que ça l'était par le passé. C'est intéressant. Est-ce que ça existe un monde où la MLS change son calendrier pour se calquer sur le calendrier international, entre guillemets, peut-être un peu plus comme le Mexique le fait aussi? Pour les fenêtres des transferts, tu as parlé, moi, j'insiste là-dessus, les changements climatiques, jouer en juillet, puis août, à Houston, à Miami, Toronto est plus capable de jouer en deuxième mi-temps dans ces chaleurs-là. Les mercatos, bref, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible que la MLS un jour se calque sur le calendrier international? Ben pour moi, je vois 2 choses. Le calendrier, on va dire, qui est sur l'année scolaire. J'aime beaucoup ta réflexion quand tu parles des matchs au Texas, des matchs en Floride, parce que souvent ici on regarde notre perspective où il fait froid l'hiver, on dit oh mais c'est pas possible de jouer quand il fait froid l'hiver. T'as déjà essayé de jouer par 40 degrés en plein cagnard le jour, il y a un gars qui va tomber parce qu'il aura une insolation, on va en reparler. Et là, peut-être qu'il y aura des réflexions. Donc, il faut peut-être essayer de trouver un équilibre, un juste équilibre. Et tu parles aussi du mercato. Je trouve que c'est vrai que le mercato en MLS est trop long. Quand tu commences ta saison fin février, que tu peux faire des transferts jusqu'au début mai, ça marche pas. Je pense que c'est dû aussi peut-être au fait qu'il y ait d'autres compétitions et comme c'est le même pour tout le monde et que les dates FIFA doivent être les mêmes pour tout le monde, qui commence plus tard, on peut le permettre plus tard, mais ça c'est un peu illogique. Et aussi le fait que vu le déséquilibre du calendrier, tu rencontres certaines équipes après le mercato estival et d'autres que tu ne rencontres pas. Par exemple, on va prendre l'exemple de Montréal avec Miami. Montréal a rencontré Miami sans Messi. Bon, ils n'ont pas pris de points, mais disons que les équipes qui ont affronté Miami avant que Messi arrive et celles qui l'ont affronté après, c'est pas du tout la même soupe. Et ça peut être 3 points importants à la fin de la saison. Tandis que si tout le monde joue une fois contre tout le monde après les transferts du milieu de saison et une fois contre tout le monde avant, évidemment, tu peux pas jouer contre tout le monde quand tu as 30 équipes, mais tu vois ce que je veux dire, quelque chose de quand même relativement équilibré, ça fait quand même une différence. Donc ça, oui, parce que bon, Montréal a quand même joué 2 fois contre Miami, donc ça aurait été logique qu'il y en ait une avant et une après la période de transfert. Ouais, intéressant. Ça aussi au niveau de la construction du calendrier. OK, je vais finir là-dessus, Mathias, parce que j'ai vu ça sur Twitter rapidement hier. J'allais dire une guerre sémantique. C'est un peu fort, mais tout le dossier Rudy Camacho aussi est revenu hier parce que je pense que Tony Marinaro a dit qu'il voulait partir. Faut pas trop accabler le CF Montréal. Je finis ça, peut-être pas obligé de commenter, mais ce que je voulais offrir à nos auditeurs, c'est faites votre propre podcast. Je vous fais une feuille de route, puis vous pouvez discuter à la maison aussi. Parce que la question est de savoir, sémantiquement, il voulait-tu partir ou pas? Et là n'est pas la question, parce que oui, Rudy Camacho, je pense que de source sûre, serait resté à Montréal. Mais là, il arrive à 6 mois de la fin de son contrat, il demande à Olivier Renard, « Hey,
as-tu un contrat pour moi l'an prochain? Olivier Renard dit non. À partir de là, il veut plus rester. Il veut s'en aller vers quelqu'un qui est prêt à lui offrir un contrat de 1-2 ans, comme c'est le cas à Columbus. C'est son gagne-pain aussi. Il veut s'assurer que dans les 2 prochaines années, il travaille. Alors, s'il ne travaille pas à Montréal, il faut qu'il se trouve une job ailleurs. C'est aussi simple que ça. Alors, voulais-tu rester? Oui. Au moment où Montréal ne voulait pas le garder, voulais-tu rester? Non. Alors, c'est ça qui est sémantique. La vraie question, en fait, et ça, c'est des questions de podcast qu'on pourrait avoir. Exemple, est-ce que tu peux dire non à un gars à 6 mois de la fin de son contrat alors que c'est clair, tu as été clair avec lui que tu le veux pas l'an prochain et que d'autres équipes le veulent? J'ai parlé à beaucoup de gens à ce sujet-là. La majorité du code, tu sais, on parle de code d'honneur en quelque sorte, qu'il y a ça dans plusieurs sports. Tout le monde dit, tu t'exauces le vœu du joueur en quelque sorte. Tu facilites ça parce que c'est sa vie personnelle, c'est ses opportunités de carrière aussi. Alors, tu bloques pas quelqu'un dans les circonstances. En même temps, tu as besoin de lui justement pour la fin des séries. La preuve par 1000, c'est le match contre Orlando alors que Waterman est suspendu. Tu te retrouves avec une défense qui soudainement qui va tirer de la patte peut-être. En ce sens-là, à quel point, l'autre question à se poser, c'est à quel point le CF Montréal s'affaiblissait en laissant aller Camacho, parce que ça, c'est indéniable. C'est une moins bonne équipe sans Camacho Montréal. Est-ce que c'est 5, 10, 20, 30%? Prenez des pourcents, prenez votre unité de mesure préférée. Puis est-ce que ce 5, 10, 15 % vaut les 200 000 $ sur les 2 prochaines saisons en argent d'allocation qu'on a? Parce qu'ils ont fait une bonne affaire, hein? Ils en sont persuadés, Olivier Renard, Vassili Cremansidis, d'un joueur agent libre en janvier, avoir 400 000 d'argent d'allocation pour un transfert, c'est un coup de génie dans une certaine mesure, dans un vase, ou du moins, si on enlève les circonstances. Mais est-ce que c'est le prix 200 000 de faire de la business? Est-ce que c'est le prix que ça coûte pour justement faire les séries éliminatoires et avoir un rapport, du moins donner un bonbon à tes spectateurs? Ça aussi, c'est une question. Et est-ce qu'ils auraient dû avoir un plan B à ce moment-là? Est-ce qu'ils auraient dû anticiper que, hey, Camacho, on y offrira pas de contrat, il va vouloir se chercher quelque chose, ça se peut qu'au milieu de l'été, il veuille de façon comprenable partir. Est-ce qu'on avait un plan B? En même temps, on peut pas, je parle ma réponse. Moi, j'ai bien aimé Corbeau, Waterman, Campbell. Je pense que c'est une bonne défense, c'est une défense très adéquate dans les circonstances. Alors, c'est autant de questions et c'est là-dessus qu'il faut se pencher quand, je pense, on aborde le dossier Camacho plutôt que de savoir s'il voulait ou voulait pas partir aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que je pense qu'il faut approfondir le débat. Tu as raison. Pour répondre à ta première question, je pense qu'il y a aussi le côté service rendu. Quand tu as un joueur qui a été là depuis vraiment, c'est 4 saisons et demie qu'il a fait en Montréal ou plus, c'est clair que tu vas plus facilement lui dire oui que un gars qui est là depuis 6 mois et puis qui dira mais j'ai besoin de toi, puis le plan c'était qu'on te garde pour 1 an, et puis là maintenant tu veux partir au bout de 6 mois. Ok, calme-toi là, c'est totalement différent. Maintenant, est-ce que, parce que j'ai pas suivi tous les détails du dossier, est-ce que c'était clair que le club ne voulait plus de Camacho l'année prochaine, ou est-ce que Olivier Renard a dit, comme il dit toujours, moi je ne discute pas de contrat avant la fin de la saison, que tu sois en fin de contrat ou pas, moi les contrats je discute quand la compétition est terminée. Donc c'est peut-être pas pour ça qu'ils en voulaient plus. Peut-être qu'ils voulaient juste pas discuter à ce moment-là. Mais ça, comme je on dis, est peut-être dans la sémantique aussi, parce que c'est un peu comme, est-ce que Camacho, lui, en se faisant dire, à la fin de l'année, est-ce qu'il va me faire un coup? Puis c'est pas un coup, mais comme la dernière fois en disant, finalement, c'est plus 600 000, c'est 400 000 que tu as l'an prochain. Et puis, puis il y a une différence entre te dire, on te garde, mais versus une équipe qui dit, comme Wilfrid Nancy, on te veut, on a besoin de toi. C'est ça, et puis en plus, c'est une fille qui dit t'es cute, l'autre va faire attends, je vais checker s'il y a autre chose dans le bar, là. Moi, je choisis ça qui dit viens avec moi, t'es cute. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. On ne parlera pas de tes jeunes années folles dans les bars, mais c'est ça aussi. C'est clair qu'en plus, il rejoint un projet qu'il connaît avec un entraîneur qu'il connaît, et c'est clair que ça pourrait avoir un côté motivant. Après, il y a la vie de famille. Il était bien implanté à Montréal. Faut pas oublier les enfants, l'école et toutes ces choses-là. Donc, je pense que pour Camacho, ça a quand même dû être un pensez-y bien
pas seulement pour l'aspect soccer, mais pour tout le reste. Parce que quand tu es là depuis longtemps, oui, il y a le côté service rendu dans un sens, mais il y a le côté aussi où tu es installé quelque part où tu voudrais rester. Maintenant, on a vu qu'il y a certains joueurs qui voulaient rester à Montréal pour longtemps, qui finalement n'y sont pas restés. Donc peut-être qu'il s'est posé aussi ces questions-là. Quel sera mon avenir? Quel sera mon avenir après à ma retraite sportive? Est-ce que je vais vouloir rester? Qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, il y a beaucoup de paramètres qui pèsent dans l'équation. Et il a choisi de rejoindre Wilfried Nancy à Columbus avec succès pour le moment. La question, c'est ça. Il y a des gens qui ont des contrats, il y a des gens qui sont des travailleurs, puis est-ce que tu peux dire non à un gars comme ça, Camacho? Ceux que je sonde me disent, c'est pas catégorique, mais ils me disent, comme tu dis, service rendu, un peu de classe, il est désiré ailleurs, c'est pas nécessairement dans nos plans, on peut pas le retenir. De toute façon, ceux qui veulent chialer vont chialer. Ceux qui vont dire, ceux qui disent, ah oui, mais maintenant on a laissé partir Camacho, fallait pas, hein. Et puis si on l'avait pas laissé partir, c'est, ah oui, mais il voulait partir, c'est pas juste pour lui avec les services qu'il a rendus. Donc ceux qui veulent critiquer vont de toute façon critiquer, ils en auront toujours une raison. En même temps, ça s'inscrit dans une équipe qui a besoin, qui fait des économies. Quand ils ont vu, en même temps, c'est une bonne transaction j'insiste, pour un gars qui est sans contrat en janvier, 400 000 de gamme d'argent d'allocation, c'est une super transaction. Mais en même temps, ça parle puis quand je te parle de plan B, ça parle d'une équipe qui gratte puis qui est content justement de faire des économies de bout de chandelle aussi, dans les circonstances. Ben, c'est ça, parce que c'est bien d'avoir 400 000 de gamme, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Oui, ça, c'est une autre affaire. Bon, Mathias, ton carnet est vide, as-tu autre chose à dire pour la postérité? Pas pour le moment. J'espère, non, si, j'ai quelque chose à dire. Merci beaucoup de l'invitation, puis j'espère que on se reverra dans un autre épisode de 11 Montréal. C'est très sympathique. Et puis tout à l'heure, tu parlais de la chaîne YouTube que je félicite. C'est une très bonne idée parce que grâce à la chaîne YouTube, quand vous avez fait votre premier numéro, j'ai découvert qu'il y avait eu un numéro 0 parce qu'il y avait, après, il y a un autre numéro qui est parti. J'ai entendu vos voix à Vincent et à toi. Un numéro qui était très intéressant aussi. J'ai fait, oh, tiens, il y en a 2 pour le prix d'un et j'étais bien content. Enfin, c'était notre pilote aussi qu'on cachait en quelque sorte, un test qu'on faisait. Merci Mathias. Oui, faut faire un revival avec Tacle aussi parce que le premier podcast original, bon, il y a Olivier Tremblay, mais il faudrait aussi parler de Philippe Germain. Toi, moi et Philippe Germain, je pense que c'est le premier de l'histoire, le premier podcast de l'histoire. J'exagère ou à peine? Peut-être? Je pense que tu n'exagères pas. Non. Puis sinon, le seul podcast en français qu'il y a eu sur le site de la MLS aussi, c'était toi, moi et Olivier Tremblay et aussi Antonio Ribeiro aussi. Il y a eu Antonio Ribeiro, et puis après, quand t'es parti, ça a continué avec Éric Chenois et Quentin. Exactement. Exactement, Éric Chenois et c'est ça. Et Quentin, t'as dit. Quentin, ouais. Et puis Olivier a continué, il a fait une partie de la transition aussi, ouais. Yes. Bon, voilà, c'est dit, c'est fait, le rendez-vous est pris. Voilà, ça fera une bonne chanson pour Patrick Bruel dans quelques années aussi. Mathias Vanaz, j'insiste, j'ai beaucoup de difficultés avec mes fins de podcast aussi. Et l'édition du 28 septembre ne fait pas exception. Allez voter pour soit William, pour soit Félix Antoine, pour les envoyer sur la galerie de presse le 7 octobre prochain. On va leur montrer, Mathias, je compte sur toi pour leur indiquer le buffet, ce qui est à prendre et à pas prendre aussi. Pour le buffet des journalistes. Sinon, il y a beaucoup de choses à prendre, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà prises au moment où les équipes sont annoncées. Puis moi, j'attends généralement que les équipes soient annoncées pour les partager avec le public. Et à ce moment-là, il manque des choses. Donc, tardez pas, mais prenez pas tout non plus et laissez-en pour les autres. Hein, laissez des biscuits pour Mathias. Honnêtement, le buffet à Montréal, et toi qui as fait d'autres stades de MLS, le buffet à Montréal est quand même pas mal. Oui. C'est drôle. On parle pas de la gastronomie aux États-Unis, mais bon. Si j'ai enseigné à l'université en ce moment, ça serait une question de réflexion. Ça serait, écrivez-moi, est-ce que c'est nécessaire de nourrir nos journalistes en 2023? La question reste en suspens. On se laisse là-dessus. Merci de nous écouter. Merci de nous télécharger. On se revoit dans à peu près 16 jours pour une autre édition de 11 Montréal. D'ici là, portez-vous bien.